Merci, j'appelle maintenant à la tribune notre camarade et amie Cécile Duflot. Merci. Alors, chers amis, parce que j'en ai beaucoup et j'espère en avoir d'autres après vous avoir parlé, même si, comme vous l'avez compris, je suis dans ma période de liberté qui me permet de dire avec franchise ce que j'estime être mon devoir de femme politique. Mais je voulais d'abord vous dire, et que c'est très important pour moi, que c'est un honneur tout particulier d'être ici avec vous. Ça fait plusieurs années que je suis vos rencontres, je connais beaucoup d'entre vous, et pourtant, j'ai jamais pensé auparavant que ma place était ici. Vous formez un courant du Parti socialiste, j'étais la secrétaire nationale d'un autre parti, chacun sa place, chacun dans son rôle, voilà ce qu'était ma conception. Pourtant, si l'on regarde les choses, franchement, ça fait longtemps que nous travaillons ensemble, avec beaucoup d'entre vous, que j'ai appris à connaître, avec certains avec qui nous nous sommes parfois un peu frottés, voire affrontés, avec qui nous avons aussi mené, et notamment quand nous étions dans l'opposition, des combats partagés, et avec des sujets sur lesquels, je le dis avec simplicité, nous nous sommes mutuellement convaincus. Je viens donc d'abord ici en voisine des Landes, cette terre de cœur, et donc je voudrais faire un salut très amical à Henri Emmanuelli, parce que je le dis, j'aime beaucoup ceux qui ne se reposent pas, ceux qui continuent de se battre, ceux qui ne renoncent pas à leurs idéaux, ceux qui ne sont pas affadis par l'exercice du pouvoir. Et Henri Emmanuelli fait partie de ceux-là, et nous avons bien de la chance. Ça ne se mesure pas forcément en public, ça ne se mesure pas par l'appartenance à un courant, ça se mesure quand un haut responsable de la Caisse des dépôts ose dire un certain nombre de vérités dans un bureau très ouaté où il y a une dizaine de personnes à l'Élysée. C'est dans ces moments-là que c'est plus difficile, mais sans doute plus utile d'être fidèle à ses convictions. Je voudrais aussi faire un clin d'œil d'amitié à Stéphane Delpera, avec qui nous avons eu beaucoup de discussions politiques sur ces sujets. Et je veux aussi dire que je suis heureuse de voir ceux qui ont pris l'habitude de me supporter, notamment au Conseil régional d'Île-de-France, avec mon ancien collègue président du groupe socialiste à la région, Guillaume Balas, étant donné les mois que nous avons passé à d'abord parfois polémiquer et ensuite à construire ensemble. Et je crois fondamentalement, mais j'y reviendrai, à cette capacité de se contaminer mutuellement dans le bon sens. Et puisque nous sommes dans l'amitié et le voisinage, je ne peux pas ne pas faire un clin d'œil à Fanelli, ma députée voisine avec qui nous travaillons, et j'espère, mais j'y reviendrai, nous travaillerons encore davantage à l'Assemblée nationale. Je veux vous rassurer tout de suite, je ne vais pas passer tout mon temps de parole à remercier tout le monde, mais je crois fondamentalement que la politique ne se fait pas avec des êtres désincarnés. Et je crois aussi, tout aussi fondamentalement, que les liens que l'on tisse les uns avec les autres, la confiance qu'on peut s'accorder sont décisifs. Alors évidemment, c'est un plaisir de te retrouver, Benoît. Un vrai plaisir, parce que nous ne nous sommes jamais vraiment quittés, quoique, je dois vous faire une confession, ça fait plusieurs années que nous partageons et que nous confrontons nos analyses. Et je me souviens de deux moments importants. D'abord, un voyage de retour d'un procès à Amiens, celui des Conti, celui de Xavier Mathieu, un moment où toute la gauche était là pour les soutenir, des gens qui nous ont fait confiance. Et à chaque moment de responsabilité, c'est aussi à eux que je pense, à ceux et celles qui nous ont fait confiance quand nous étions dans l'opposition, qui comptaient sur nous au pouvoir. Et nous ne pouvons pas ne pas regarder la réalité en face. Beaucoup d'entre eux sont plus que déçus, ils se sentent trahis. Il y avait un autre moment, Benoît, dont tu te souviens peut-être pas, mais moi très précisément, c'est le 15 mars 2011. Si je ne me trompe pas, tu venais d'avoir une fille. C'était 4 jours après le début de la catastrophe de Fukushima. Et nous nous sommes lancés à la tribune, tous les deux, c'était la campagne des cantonales, sur un débat passionnant sur le nucléaire. Au moment où je crois que les coutures commencent à craquer sur ce sujet en France, je sais et je le redis à quel point ces discussions sont nécessaires, utiles et nous devons construire ensemble. Je veux donc saluer devant vous un des ministres de la République qui s'est le plus battu pour que
nous soyons fidèles à nos engagements. C'est le ministre qui a donné une loi cadre au tiers-secteur, et c'est une excellente chose. C'est celui qui a permis de faire en sorte que l'éducation nationale conserve les moyens que nous avons engagés, que nous avions promis. Nous avons eu des divergences, c'est vrai aussi. Il serait idiot de vouloir les cacher, comme je vous l'ai dit, c'est ma période franchise. Nous n'avons pas tiré au même moment la conclusion qu'il n'était plus possible à l'intérieur du gouvernement de faire bouger les lignes. Nous avons chacun espéré de notre côté que le conformisme et la pensée unique n'auraient pas déjà gagné la bataille, parce que c'est ça l'enjeu. C'est une bagarre contre le conformisme et contre la pensée unique que nous devons mener. Pourquoi ? Parce que nous avons grandi avec Thatcher, tout simplement. Alors, ça paraît très critique quand on dit ça, mais qu'est-ce que c'est Thatcher ? C'est de dire c'est simple. Il y a beaucoup de sujets maintenant qui sont derrière nous. Il faut arrêter avec la conquête des droits sociaux, etc., etc. De toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. There is no alternative. Et c'est ça qu'on nous dit aujourd'hui. Et je veux le dire ici un peu tranquillement. Si aujourd'hui, au gouvernement, certains considèrent que la réduction du temps de travail n'est pas une conquête sociale, qu'ils viennent le dire ici, où est né le syndicalisme, où les résignés landais se sont battus avec leur sang pour faire avancer leurs droits. Je n'accepte pas qu'au début de 2014, on puisse dire encore que la régression des conquêtes sociales peut être menée par un gouvernement de gauche. Ça n'est pas possible, c'est historiquement impossible. Et ça n'est pas un effet de tribune. Ça n'est pas un effet de tribune. La conquête des droits sociaux, elle vient de loin. Elle a été difficile, et on le disait entre nous, oui, c'est plus facile pour nous aujourd'hui. Bien sûr que c'est moins risqué. À une époque, ils affrontaient les baïonnettes de la garde, ça n'est plus le cas. Nous avons la possibilité de parler, nous avons la possibilité d'agir, nous devons l'utiliser. Et c'est ce que je veux vous dire ici ce matin, parce que nous n'avons ni à nous glorifier, ni à nous rassurer, ni à nous tenir chaud entre nous en ayant sûr d'avoir raison. Nous avons, et là, Pierre Laurent a parfaitement raison, à refuser de considérer que la juxtaposition de nos critiques sera facteur de quelque chose d'utile. Oui, nous devons agir ensemble. Pourquoi nous devons agir ensemble ? Parce que nous avons des devoirs envers les Français. Vous, moi, pendant 10 ans, nous avons été dans l'opposition. Nous avons combattu Nicolas Sarkozy pour faire gagner la gauche et les écologistes, rassemblés sur un travail qui vient de loin, depuis 2009, en tirant le bilan, nous, de notre succès et de ce qu'il nous obligeait pour la suite, et vous, de vos difficultés. Qu'est-ce que nous en avons fait ? Est-ce que quelqu'un ici imaginait, 2 ans et demi après la victoire, penser, ressentir ce qu'il ressent en tant que militant de gauche ? Est-ce que quelqu'un imaginait que nous aurions pu dilapider autant d'espoir si vite, autant d'espoir patiemment construit, autant de conquêtes patiemment accomplies ? C'est anormal, c'est injuste pour ceux qui nous ont fait confiance, c'est injuste pour ceux qui se sont battus, c'est injuste pour les élus locaux. Ça n'est pas normal. Alors, je veux vous dire aussi que je ne suis pas venue vous donner une leçon d'écologie, mais que je veux vous dire que je suis une écologiste. Et je veux le dire aussi parce que souvent, entre nous, le débat, ça a été de dire « elle est sympa, Duflot, avec ses morses, mais le sujet, c'est quand même le chômage ». Spéciale dédicace à Henri H. Parce que la question du chômage, et c'est ce que je veux vous dire, et la question des morses qui n'ont plus de banquise, en fait, c'est la même question. C'est brutal, mais pour moi, c'est central. C'est que la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est celle d'un mode de développement, celui qui a prospéré pendant le XXe siècle, celui qui s'est achevé dans les 30 Glorieuses et après lequel nous courons encore. C'est un mode de développement qui n'est pas soutenable, que notre planète ne peut pas soutenir. Et ce qui craque politiquement aussi aujourd'hui, c'est que tant les libéraux que la social-démocratie classique n'ont un modèle qui ne fonctionne qu'avec 3% de croissance minimum. Ça fait des années que ça n'est plus le cas, et ça ne reviendra pas. Je veux le dire ici, la croissance du produit intérieur brut, parce que celle du bien-être, celle de l'emploi, celle de la capacité à vivre mieux ensemble, c'est là où nous pouvons y arriver. Alors merci Benoît d'avoir dit ce que tu as dit tout à l'heure. Merci d'avoir dit que nous pouvons avoir un modèle intense en emploi, sobre écologiquement et qui ne court pas à n'importe quel prix pour la croissance du PIB. Parce que je pense que c'est ce chemin-là que nous devons faire ensemble. Parce que les écologistes, et je le dis, ne doivent pas dire « nous avions raison depuis 30 ans et maintenant c'est à nous de décider tout seuls ». C'est faux. Je viens ici mettre devant vous tous ces acquis,
tous ces combats pour dire oui, effectivement, les écologistes alertent sur le dérèglement climatique. Et quand j'ai commencé à militer il y a 15 ans, on disait que ce serait des conséquences pour nos enfants ou nos petits-enfants, c'est pas vrai. Là où la côte a reculé de 9 mètres l'hiver dernier, c'est à quelques kilomètres d'ici, au nord des Landes. Ce qui se passe avec l'artificialisation des sols et l'aggravation des phénomènes météorologiques, c'est à Montpellier. Les inondations dramatiques de l'hiver dernier, c'est en Angleterre. Ça se passe ici et maintenant. Ça n'est plus une hypothèse, c'est une réalité. Est-ce que nous devons faire avec? Oui. Est-ce que nous pouvons encore lutter contre le dérèglement climatique? Oui aussi. Est-ce qu'il faut compter seulement sur les écologistes pour le faire? Non. Non. C'est une demande et c'est une prière que je vous fais. Nous avons besoin d'être plus nombreux pour construire cet avenir, parce que cet avenir, c'est celui qui permet plus de justice sociale. Parce que personne ne pourra vivre avec 4 degrés de plus. C'est pas de moi, c'est de Claude Bartolone. Alors qu'on peut vivre avec 4% de déficit. Voilà la vérité. Alors, pour décider, il faut savoir, et ce débat sur la croissance, nous devons l'avoir. Mais pourquoi nous l'avons? Pour une simple raison, parce que quand on parle de croissance du produit intérieur brut. Si nous avions d'autres indicateurs qui permettent de mesurer la richesse et le bien-être de notre pays, alors peut-être les politiques seraient plus à l'aise. Donc je veux ici saluer très amicalement Pouria Amirchahi qui a, avec Eva Sass, qui porte, signé la proposition de loi sur d'autres indicateurs de richesse. Je me pique de croire qu'un certain nombre de responsables politiques, avec une palette d'autres indicateurs, pourront devenir plus intelligents et ne pas tout indexer sur uniquement la croissance du produit intérieur brut, dont on voit bien qu'elle nous mène aujourd'hui nulle part comme seule et unique grille d'analyse de ce que nous faisons. Je veux dire aussi que nous trouverons toujours de sympathiques et sages docteurs qui nous diront que tout ça, c'est un problème de spread, de taux d'intérêt. Il suffit de plus libéraliser pour que tout le monde aille mieux. Que d'ailleurs, l'encadrement des loyers est une très mauvaise chose, mesdames et messieurs. Parce que si jamais on laissait se construire bien davantage, les loyers, mathématiquement, c'est ça le marché, baisseraient. Bonne nouvelle! C'était l'hypothèse de M. Madelin en 86 qui a trucidé la première loi qui visait à maintenir encore un peu d'encadrement des loyers. Est-ce que ça a marché depuis 30 ans? Non. Mais en revanche, la leçon de l'encadrement des loyers, la leçon actuelle, pour moi, elle est double. D'abord, c'est une leçon politique, c'est possible. Est-ce qu'aujourd'hui, remettre de la régulation dans les politiques publiques, c'est possible? Oui. Qu'est-ce qu'il faut? De la volonté et du courage politique. C'est tout. Est-ce que ça dérange? Oui. Des intérêts puissants? Oui. Qui ont plus de moyens que les politiques aujourd'hui? Oui aussi. Mais je constate, et je veux ici rendre hommage à l'ancien président de la République, qui considère comme parmi les éléments nouveaux de son programme politique d'exporter ses opposants politiques, c'est intéressant, que si nous gênons, et si ce sujet a tellement gêné, c'est pas seulement parce que les intérêts sont puissants, c'est peut-être parce qu'il donne la leçon qu'avec du volontarisme, avec l'envie de changer les choses, avec le refus du renoncement au fait que les politiques ne peuvent plus décider et qu'il faut faire comme nous dit la Commission, ou comme disent les uns et les autres, ou comme il est bon de faire, c'est cette leçon-là qui dérange, la leçon qu'on peut faire bouger les lignes. Mais pour moi, elle est très précieuse. Elle est très précieuse parce que, et je le dis aussi humblement, en étant 10 ans dans l'opposition et puis chef d'un parti, on finit par se demander si tout ce qu'on dit à la longueur de tribune sur le pouvoir du politique, ça existe vraiment. Et si son sujet dans la vie, c'est pas juste de gagner les congrès. Mais j'y reviendrai. En fait, si. En fait, si. La leçon un peu amère, mais en même temps extrêmement encourageante de ces moins de 2 ans passés dans un gouvernement, c'est que si on veut, c'est possible. Que si on veut effectivement porter le débat au niveau européen, porter le débat comme on aurait dû le faire sur le TSCG, c'était un engagement, mais aussi sur le budget européen. Il n'y aura pas d'investissement européen si on n'augmente pas le budget européen, il faut dire la vérité. C'était possible, il ne faut pas mentir. Et je vais vous dire, je crois que si tout le monde ressent ce sentiment d'immense frustration, c'est parce que confusément, un certain nombre d'habitants de notre pays savent que c'est possible et que les dirigeants politiques ne veulent pas. Ils le ressentent. S'ils sentaient que c'était totalement impossible, qu'on n'avait rien essayé, rien tenté, ils ne nous en voudraient pas autant. Ce qu'ils nous reprochent, c'est de ne même pas essayer, c'est pas de ne pas réussir, de même pas essayer, de même pas avoir essayé. Alors, pourquoi c'est si important? Parce que notre pays, notre beau pays, vous le savez, je vais prendre un exemple, toujours, qui a le secteur de la construction et bientôt des travaux publics en crise. Je le dis, c'est un cruel manque d'investissement couplé à un prix trop élevé de l'immobilier. Il faut dire la vérité parce qu'elle est importante. Il y a un secteur qui résiste, l'immobilier de luxe, qui se porte très très bien.
Parce que, effectivement, les inégalités se sont aggravées dans notre pays. Oui, il y a un tout petit peu moins de pauvres, encore beaucoup plus pauvres. C'est ça la vérité. Et nous sommes au pouvoir. Alors nous avons une responsabilité plus grande. Est-ce que c'est inévitable? Je le redis, ça n'est pas inévitable. Alors nous avons ce devoir-là. Nous avons ce devoir de démontrer non seulement que c'est possible, mais que nous avons envie de le faire. Beaucoup d'entre vous, j'ai évoqué, les collectivités locales ont été capables de le montrer au niveau régional, au niveau local. Ils ont été capables de faire bouger les choses sur des sujets à la fois très techniques, mais en même temps décisifs, comme les transports en commun, par exemple. Alors pourquoi on s'interdit de le faire au niveau national? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, j'ai entendu l'interview qui n'existe pas de François Rebsamen, les propos d'Emmanuel Macron qu'il a tenus, mais en même temps, il n'était pas ministre, donc c'est pas comme s'il était ministre. Et je vais vous dire, et je le dis avec gentillesse à François Rebsamen, si tu n'y crois plus, François, si tout ce pourquoi tu as censément milité, tu penses que c'est périmé, arrête, laisse-nous faire. Laisse-nous faire. Laisse-nous faire parce que nous, on y croit. Si vous pensez que les 35 heures, ça sert à rien, si vous pensez que le RSA, finalement, ça cultive le rien faire, si vous pensez que lutter contre le chômage, c'est plus possible, si vous pensez, et je te le dis à toi, Henri, qu'il ne peut pas y avoir une politique industrielle qui ne soit pas de soutenir les vieilles bagnoles diesel qu'on n'arrivera plus jamais à vendre à l'étranger, laissez-nous faire. Au moins, on a des idées. Je pense que le monde et la société se transforment plus vite que les politiques. Je pense que nous avons des dirigeants politiques congelés dans les années 80-90. Et puis maintenus au frais aussi. Oui, mais c'est vrai. Et c'est un regret, un immense regret. J'ai fait un livre pour expliquer à quel point je considérais que j'avais fait un pari perdu. Celui que François Hollande, tout pas écologiste qu'il soit, dans une situation aussi dramatique que celle que l'on vivait, avec le postulat que parce que les écologistes ont raison, que la croissance de 3% ne reviendra pas par miracle ou parce qu'on est sympa, et que par ailleurs nous devons absolument lutter contre les dérèglements climatiques, ces sources d'emploi, ces sources de bien-être, ces sources d'un véritable développement, je pense qu'ils ne seraient pas convaincus mais résignés. C'était ça que je pensais. Je me suis trompée. Je ne pensais pas qu'on pouvait imaginer donner comme horizon à notre pays, aux habitants de ce pays, la lutte infinie contre les déficits publics. Est-ce qu'il faut maintenir l'accroissement de la dette? C'est une écologiste qui vous le dit, non. Est-ce que c'est un objectif? Non. Est-ce que c'est un moyen? Peut-être. Mais ce qu'il ne prime pas sur ce chemin, c'est le devoir d'investissement, c'est une évidence. Nous avons un devoir d'invention et d'investissement. Est-ce que ça coûtera cher d'engager la transition écologique? Oui, des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'on fait si on ne le fait pas? Ça coûtera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Aujourd'hui, c'est démontré. Alors faisons le choix du très cher qui marche plutôt que de l'ultra cher qui nous emmène dans le mur. Voilà ce qu'il faut dire aujourd'hui. Sur le fond, je pense que la crise politique que nous vivons, et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être là ce matin, parce que je pense que c'est un débat qui nous traverse tous. Et je le dis avec humilité, oui, les écologistes avaient raison, mais non, ils n'y arriveront pas tout seuls. Jamais. Ils n'y sont pas arrivés. Mais en revanche, sur le fond, sur cette nécessité de penser à un autre mode de développement plus économe en ressources et qui permet à une ressource, elle, très abondante et en souffrance, le travail, de pouvoir se développer, qui permet de travailler sur le bien-être, sur les générations futures, qui donne aussi un horizon qui soit un horizon positif aux habitants de ce pays, aux habitants d'Europe, oui, nous pouvons le faire. Mais nous avons une deuxième difficulté, et ça a été parfaitement dit tout à l'heure par Benoît, et aussi par Pierre, et je veux faire un clin d'œil à Bastien François qui ne se résigne pas sur le sujet depuis des années. C'est que la Ve République présidentialisée, sans contre-pouvoir, à la hauteur de ce qui existe dans les régimes présidentiels, avec le quinquennat que j'ai voté, avec l'inversion du calendrier, ça aboutit à quoi? Parce que si on regarde les choses très simplement, on devrait se dire que dans n'importe quelle démocratie normale, la coalition politique qui a porté au pouvoir un président de la République se retrouve, y compris dans les moments difficiles, décide de l'orientation qu'elle souhaite mener ensemble. Et je le dis avec un compromis. Il ne m'a jamais été traversé l'esprit que l'idée c'était de mettre en œuvre l'intégralité du programme des écologistes tout seul, mais un vrai compromis. Est-ce que ça existe? Non. Le président de la République décide, compose un gouvernement comme il le souhaite, choisit une ligne politique. Ça vous laisse des espoirs, c'est une ligne politique ultra minoritaire. Elle a été vue pendant la primaire, ultra minoritaire, mais elle gouverne, et de façon totalement décomplexée. Et puis ensuite, il faut s'aligner. Soit vous votez contre, et vous êtes un traître,
soit vous votez pour et vous vous résignez. C'est vraiment à ce choix extrêmement douloureux qu'ont été soumis les parlementaires socialistes. Et je veux donc dire ici que ceux qui ont refusé de céder à ce chantage phénoménal, qui est aussi un chantage de fait à la dissolution, qui est quand même invraisemblablement scandaleuse. Si le vote de confiance existe, c'est bien pour dire que le Parlement doit faire confiance au gouvernement. Si le résultat d'un vote de confiance, c'est qu'on dissout l'Assemblée nationale, je propose qu'il n'y ait plus de vote de confiance et qu'on dise le président décide, l'Assemblée lève le bras. Alors, tout ça existe néanmoins. Et la question, comme d'habitude, comme à d'autres moments, c'est mais c'est quoi le plan B? Est-ce que le plan B, c'est de faire la coalition des frustrés de ceux qui ne sont pas au gouvernement? Il faut dire les choses puisque c'est ça qui se dit. Est-ce que le plan B, c'est la petite gauche contre les gens raisonnables, sensés, qui eux ont compris comment il fallait gouverner? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui trouve crédit de manière évidente aux yeux des uns et des autres. Pourquoi? Parce que je pense que l'essentiel de ce qui doit nous rassembler, c'est pas seulement de faire une coalition entre nous, c'est pas seulement de se tenir chaud ni de se faire plaisir, c'est de vraiment inventer l'avenir et c'est de ne pas se résigner. Parce que ce qui est en train d'arriver dans toutes les têtes, et je ne vais pas en parler beaucoup, c'est que finalement, la seule véritable alternative, pour utiliser ton mot, c'est une femme blonde du Front National, parce que les autres, ils font à peu près tous pareil. C'est ça qui est en train de s'installer dans le pays. Et je veux le dire ici, le sens de mon départ, il y a un peu plus de 6 mois, c'était de dire que non, ça n'était pas vrai, qu'on pouvait imaginer effectivement qu'il existait une alternance. Je veux dire ce mot, une alternance à une politique qui est une politique de résignation, qui est une politique de soumission à une doxa basée sur les théories de l'école de Chicago, qui n'a montré aucun succès dans aucun pays du monde, mais qui semble tellement sérieuse et qui, de fait, protège certains intérêts. Il faut le dire. On a sauvé les banques en 2008, sans état d'âme, avec une mobilisation de tous les politiques, avec un coût phénoménal. Nous allons devoir sauver le climat l'année prochaine. Est-ce que vous trouvez que la mobilisation est à la hauteur? Que l'inquiétude de tous les dirigeants est aussi essentielle? C'est de notre planète et de notre avenir qu'il s'agit. Alors, notre obligation, je crois, c'est d'être utile ici et maintenant, comme aurait pu dire Henri. Et je pense que nous devons inventer... C'est pour ça que je te dis que c'est toi. Non, mais comme je sais que tu vas dire des trucs qui vont m'emmerder tout à l'heure, je commence maintenant. Nous devons inventer une forme nouvelle. J'ai beaucoup tourné ces sujets dans ma tête. Une forme qui n'a pas encore existé dans la vie politique française, ou marginalement. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle organisation, un nouveau parti à la manière de ce qui a déjà été fait. Les partis sont nombreux déjà, et pour certains d'entre eux, ils sont trop vieux. Je le dis avec tranquillité, j'en ai dirigé un, puis un autre, enfin un peu le même, pendant des années. J'ai fait de belles choses. Je suis heureuse d'avoir contribué à ce qui a permis qu'au moins on fasse souffler l'espoir et qu'on se débarrasse de l'ancien président de la République. Et je voulais vous dire aussi, en vous regardant chacune et chacun presque les yeux dans les yeux, ça ne sert à rien de venir faire un grand discours politique ici, Cécile, comme on dit certains de mes amis. C'est un courant, ils sont en train de préparer leur congrès, ils vont te trouver sympa, mais ils s'en fichent un peu. Ben, je ne sais pas, mais moi, des congrès, j'en ai fait beaucoup. C'était mon truc, hein, chacun sait. C'est utile sûrement, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je veux vous dire aujourd'hui que nous avons un devoir d'invention collective qui est celui de bâtir une galaxie nouvelle, une façon de retrouver la voie d'un projet de transformation sociale. Alors on m'a un peu provoquée parce qu'on m'a dit « Cécile, t'es sympa, mais tu veux toujours que les socialistes ils disent aussi qu'ils sont écologistes. Mais toi, qu'est-ce que tu dis à notre propos ?» Alors je le dis avec simplicité. Si le socialisme, c'est travailler sur une organisation sociale et économique qui tend vers plus de justice sociale et moins d'inégalité, alors je me sens beaucoup plus socialiste que le Premier ministre qui a prononcé son discours de politique.
J'ai compris, hein. Un Premier ministre qui a prononcé son discours de politique générale sans prononcer une seule fois le mot de lutte contre les inégalités. Ça n'a pas été beaucoup relevé. Mais c'est ça la défaite de la pensée et du combat. Et c'est vraiment ce à quoi je veux nous inviter. Je le redis avec une infinie humilité. Vous avez de grandes figures. Les écologistes sont beaucoup plus neufs. Les uns lisent des lettres, les autres convoquent Jean Jaurès pour dire qu'il aurait voté le pacte de responsabilité. Je pense qu'il aurait aussi fait un accord avec le comité des forges pendant qu'on y est. Alors, vous avez vos figures, vous avez vos chansons, vous avez votre histoire, et elle est belle, et elle est longue, et c'est difficile de se défaire d'une histoire belle et longue. Celle des écologistes, elle est différente, mais nous avons été capables d'une chose. En 2009, de réussir, grâce à Daniel Cohn-Bendit, le rassemblement de tous les écologistes, épars. Nous l'avons fait, c'est maintenant derrière nous. Nous avons refondé notre parti politique. Il y a une autre histoire à écrire, c'est celle de ce projet de transformation sociale qui accepte l'idée de la finitude de la planète et donc de penser différemment son mode de développement. C'est ce à quoi je veux vous inviter, je veux nous inviter. En tout cas, moi j'ai envie. Je vous le dis, ça n'est pas un échec pour moi ces 2 années parce que c'est la démonstration que la politique peut changer la vie des gens. Et ce que je voudrais que nous disions ensemble, à vos vieux camarades, à Jean Jaurès et à d'autres, dormez en paix. Vos arrière-petites-filles et vos arrière-petits-fils sont encore en vie de reprendre le flambeau de ce combat qui ne s'arrête jamais, ce combat des progressistes contre la réaction, ce combat de l'avenir contre le passé. C'est ce combat-là que nous devons mener ensemble. En tout cas, moi, j'y suis prête.